Bonjour Monsieur Mbouyi. Bonjour, cher frère. Ah, vous allez bien? Oui, bon, comme un homme de mon âge. Ah, très bien. Monsieur Mbouyi, ça va faire maintenant 65 ans que le Congo a accédé à son indépendance. Et j'aimerais un peu que vous me disiez quel regard avez-vous sur le Congo, devenu Zaïre, puis redevenu Congo? Merci pour la question. Cette question tombe bien. Elle tombe bien puisque moi, j'ai vu ce Congo-là depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai un regard rétrospectif et je peux te répondre du moins pour ce qui me concerne. D'où vient l'indépendance du Congo? L'indépendance du Congo ne vient pas de la lutte des habitants du Congo pour se libérer. Il ne vient pas non plus de l'initiative unilatérale du colonisateur de nous décoloniser. Non. Ce sont les événements qui se sont passés sur le plan international. Ces événements-là ont abouti par l'idée de l'indépendance des pays colonisés. Notamment la guerre qui a eu lieu de 14 à 18 et la deuxième guerre de 39 à 45. Déjà, lors de la première guerre, à la conclusion du traité de Versailles, on avait déjà parlé de la libération des territoires sous colonisation, puisque le vainqueur de l'époque considérait les phénomènes coloniaux comme la source des guerres. Alors, étant donné que le vainqueur de ces deux guerres n'était pas des États coloniaux, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de pousser les États colonisateurs de libérer les États coloniaux. Ils considéraient que le phénomène colonial était source de guerre. Voilà d'où vient l'indépendance, non seulement du Congo, mais de tous les territoires sous colonisation occidentale, même japonaise aussi, puisque les Japonais avaient aussi des colonies. Monsieur Mbouyi, on a comme l'impression plus qu'il s'agit ici d'une indépendance de type nominal, hein. Certains disent cela. Oui. Et je voudrais ici paraphraser ce que Patrice Emery Lumumba disait le 30 juin 1960. Il disait: nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Oui. Hein, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre tête de l'esprit colonialiste, nous vous disons: tout cela est désormais fini. Oui. Donc c'est ce que Patrice Emery Lumumba disait le 30 juin dans son discours. Oui. Mais, M. Mbouyi, lorsqu'on va aujourd'hui à Kinshasa, oui. Si vous arrivez à Kinshasa, on a l'impression que le temps est resté suspendu. Lorsque vous voyez dans quel état? C'est déjà compris dans la question que vous m'avez posée de quel est le regard que j'ai. Le regard que j'ai est péjoratif. Nous avons raté l'indépendance. Mais est-ce que tout cela ne relève pas d'une responsabilité collective? Mais oui. Nous avons échoué. Mais oui. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par se poser les bonnes questions. Les questions ont été posées. Oui. Il y a eu un forum au début des années 90, au début des années 90, qu'on appelait la conférence nationale souveraine, qui avait établi un diagnostic qui était très pertinent. Oui. Mais on a comme l'impression que les recommandations qui ont été faites à l'époque, elles restent d'actualité aujourd'hui. Mais moi, je vais rentrer. Je t'ai parlé que dans le message que j'ai donné ici, je parlais du deal. En 1960, il y a eu un deal entre les colonisateurs et les colonisés. Les colonisateurs belges et les colonisés congolais. Ce deal s'est conclu par la promulgation de la loi fondamentale. Mais il faut lire cette loi fondamentale, puisque tout vient de là. Il faut lire cette loi fondamentale. Cette loi fondamentale recommande une double légitimité. C'est pour te dire que nous ne sommes pas battus pour arracher l'indépendance comme au Vietnam. Non. L'indépendance nous a été octroyée. Comme il nous a été octroyé, il y a des obligations de part et d'autre. Il y a des droits de part et d'autre. Et du côté du colon, et du côté, c'est-à-dire du plus fort, et du côté du plus faible que nous étions. Mais nous avons rejeté.
Les discours là, du 30 juin, vous savez, quand Lumumba fait le discours, il faut regarder les rois Baudouin. Il parle à Kasavubu. Puisqu'il n'était pas prévu. Bon, moi, je te livre vraiment ma manière de penser par rapport à cet événement que tout le monde considère comme exceptionnel. Moi, non. Moi, je ne considère pas ce discours-là comme exceptionnel. Attends, je vais finir. Moi, je considère comme exceptionnel les discours que Lumumba a tenus le 23 juin, le 23 ou le 24 juin, quand il a parlé devant le chancellerie internationale. Et il ne devait pas parler le 30 juin. Ce n'était pas prévu. Et c'est là où je vois que le problème du Congo vient de là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Lumumba transgresse le protocole qui était prévu et dise ce discours qui est devenu historique et qu'il a... Mais c'est vrai que nous avons le discours, mais lui-même, la personne, on l'a perdu. On a perdu toutes ses compétences qu'il avait. On a perdu toutes les potentialités qu'il avait en lui, qu'il devait donner à son pays. Personne ne voit ça. Puisque c'était le plus avisé des hommes politiques des 60. C'était le plus avisé. C'est lui qui avait une vision. Mais le fait de ce discours-là l'a condamné à mort, mais a remis en cause tout ce qui avait été conclu à la table ronde de 1900. Alors qu'est-ce que les Congolais ont fait? Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des négociations politiques. Le Congo n'a jamais plus été gouverné par un texte institutionnel, par un texte constitutionnel dans lequel on prend les dispositions, on les applique. Non. Depuis cette époque-là, c'est toujours des négociations politiques. Attendez. Et en 1964, le plus fort là a pris Moïse Tshombe, qui était le sécessionniste, chez qui on avait assassiné Lumumba, a fait un conciliabule entre les hommes politiques. Il a fait de Tshombe Premier ministre. Tshombe a réuni toute la classe politique du Congo. Ils sont allés à Lulwabourg. Ils ont fait, je crois, un mois ou un mois et demi. Ils ont composé, puisque tu parles de la conférence nationale souveraine, mais moi je te dis du conclave de Lulwabourg. Et c'est le même diagnostic et c'est le même texte constitutionnel. On a même fait sortir la première constitution. C'est là où on a changé le nom de République du Congo à République démocratique du Congo. C'est au conclave de Lulwabourg. On a changé les drapeaux. Mais l'hymne national est resté le même. Donc, ça n'a jamais été appliqué. Ils ont fait même le référendum qui a fait 3 mois pour faire passer cette constitution-là, qui a été adoptée par tout le monde en 1964. On a fait des élections législatives, locales, provinciales, législatives. Maintenant, il fallait faire les élections présidentielle en 1965. C'est à ce moment-là que Mobutu fait le coup d'État. Pourquoi? Puisqu'il y a un élément que nous manquons d'incorporer. Cet élément-là que nous n'avons pas arraché l'indépendance par une guerre ou par... Non. C'est une conciliation entre les plus forts et les plus faibles. Ils ont trouvé un compromis, la loi fondamentale. Nous, on rejette. Et les plus forts s'est imposé. Il a dit, bon, ils veulent arracher leur souveraineté par la voie du droit. Mais nous, on ne va pas leur permettre. Nous, on ne va pas leur permettre qu'ils arrachent leur souveraineté. Donc, c'est le problème que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc, tant que nous allons à la conférence nationale souveraine, c'est la même chose. On a conclu, c'était très beau, tout. On a même élu un premier ministre, un gouvernement, tout. Et Mosego est venu ici, je crois 3 fois. Il devait interrompre les travaux et venir en Belgique. Et à une messe qu'il avait fait à Matongé, moi je suis allé à cette messe-là. Pourquoi? Puisqu'on manque de prendre en compte les intérêts des plus puissants là. C'est lui qui nous a donné l'indépendance là. Et tant que nous ne prendrons pas en compte ces intérêts, nous allons tourner en rond et ça va faire même 5 siècles comme ça. Ouais, justement, vous le dites, hein, M. Mbouyi, on a comme l'impression que l'histoire du Congo-Kinshasa ressemble plus à... C'est un perpétuel recommencement. Exact. Sans vouloir verser dans l'afro-pessimisme, peut-on affirmer que le Congo est mal parti au regard du contexte d'aujourd'hui de 2025 par rapport à l'ambition de nos pères de l'indépendance? Et je voudrais aussi rebondir sur les mots que vous avez lancés. Vous avez parlé des négociations. C'est un concept que je dirais qui est récurrent, qui revient régulièrement. Mais
au fond, ne pose-t-il pas la question du manque de confiance que nous avons les uns envers les autres? C'est comme si nous ne savons pas nous parler, nous ne savons pas nous faire confiance les uns les autres, nous les Congolais. Mais c'est ce qui a fait que l'UDPS a éclaté. Nous sommes, dans le message que j'ai donné, j'ai insisté sur l'affect et l'intellect. Vous voyez, la chose publique, quand vous allez en Chine, vous regardez les aspects sociaux, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'Afrique. Mais quand vous regardez la chose publique, elle répond à des normes rigoureuses. Donc, la ligne de conduite, c'est la science. Le modernisme a pour ligne de conduite la science. Mais la science, c'est la raison. Ce n'est pas l'affect. Nous sommes dans l'affect. C'est comme ça qu'aujourd'hui, chez nous, le plus grand domaine de succès, c'est la danse et la musique. C'est la danse et la musique. Ce n'est pas la science. Regardez l'état de nos universités. Regardez. Donc, c'est ça. C'est un éternel recommencement, mais en fait, c'est un recul historique. C'est un recul. Moi, je t'ai dit, je suis né en 1950. Le Congo de 1950, quand je suis né à Elisabethville, jusqu'à 1960, même pas une image, nulle part au Congo. Nous avons été totalement incapables, ne fût-ce que de sauvegarder l'héritage colonial, matériel. Pourquoi? Puisque nous sommes dans l'affect. Nous ne sommes pas dans la raison. Mais M. Mbouissi, en 60, on pouvait trouver prétexte de dire que nous n'avions pas une élite à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, près de 65 ans après l'indépendance, nous avons toutes les compétences dans différents domaines. Mais oui. Mais pourquoi les pays n'arrivent toujours pas mais oui, puisque mais cette question-là revient tout le temps et je réponds tout le temps. J'ai dit ceci. En 1960, il y a une harmonisation entre la légitimité externe détenue par les puissances qui nous ont donné l'indépendance et la légitimité interne détenue par les premiers habitants. Nous sommes les premiers habitants de ces pays-là. Donc nous avons une légitimité en tant que peuple originaire du Congo. Mais ces deux légitimités sont réunies dans la loi fondamentale. Tu comprends? Mais nous, on arrache la partie la plus puissante. Le régime des droits, il est un régime des droits puisqu'il s'appuie sur la force. Toi, tu vis dans un état des droits. Regarde, la police ne dort pas ici. L'armée et le service de renseignement, ils ne dorment pas pour maintenir le système cohérent. Il suffit d'une petite distraction, ils tombent dans l'anarchie. Donc, pour maintenir cette cohérence, vous devez être rigoureux sur les principes. Vous devez être rigoureux sur... Alors, le fait que nous, on les rejette, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un ignorant. Tu sais, moi j'ai vu Mobutu en 60. Est-ce que ce n'est pas un problème des rapports de force? Je veux dire, en ce qui me concerne, un problème de culture des textes. Est-ce que... Pourquoi nous n'invoquons... Mais tu sais qu'il a dit, non? Tu sais ce que tu dis là? Il dit, nous devons faire un effort de rentrer dans la culture des textes. Puisque, ce que je t'ai dit, l'affect, le paradigme de l'affect, c'est sentimental. Tout ce que tu fais, tu le fais de manière sentimentale. Tu as un poste de magistrat. Si ton frère a une difficulté avec un autre citoyen, il vient à ton tribunal. Toi, tu vas le voir le soir chez toi pour lui dire, bon, voilà, tu perturbes tout. Donc, ton affect l'emporte sur ta raison. Mais tu es allé faire 4 ans, 5 ans à l'université. Mais pour venir, donc c'est l'élite qui doit appliquer. Mais puisque l'élite est extrémiste, parce que moi je l'ai vu, je t'ai dit qu'à Bakwanga en 1960, il y avait des gens formés, hein, des Balouba, qui ont été exécutés à Bakwanga par leurs propres frères. Si l'élite ne prend pas les choses en main,
Le plus fort que vous négligez là, il va vous mettre un ignorant. Vous n'avez pas des armes. Vous n'avez rien. Vous allez finir par applaudir. Moi, j'étais étonné de voir les gens porter les abacos des pagnes de femmes, comme à l'époque du MPR, dans la réunion de l'Union sacrée. Donc, nous devons tenir compte que sur le plan international, rien ne compte que les rapports de force. Les droits, les régimes des droits s'appuient sur les rapports de force. Donc quand nous négligeons les Belges, nous négligeons les Américains, même si nous allons chez les Russes, et puis ils nous disent non, non, nous ne fabriquons même pas de cartouches. Ouais, M. Mbouy, hein, de Lumumba à Kasavubo, en passant par Tchombe, Mobutu, Kabila... c'est toujours l'affect. Voilà, les Congo-Kinshasa semblent avoir toujours été dans la quête de l'homme providentiel. Et après plus de 65 ans de départ, est-ce que ces schémas n'a-t-il pas échoué? Puisque il y a absence de la culture des textes, oui. Tout est fondé sur la quête perpétuelle de l'homme exceptionnel. Voilà, de l'homme providentiel qui viendra apporter solution aux problèmes des Congolais. Mais il n'est qu'un homme. Mais les maréchals Léopard, qui a eu une longévité la plus grande au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe au Congo aujourd'hui, si vous regardez par exemple la télévision nationale, on a l'impression d'être revenu aux années... de Djalelo. Non, rien n'a changé. Est-ce que ce schéma n'a-t-il pas échoué? Non, chez nous, rien n'a réussi depuis 1960. Nous avons quelques étincelles de l'époque de Mobutu, hein, où nous avons posé certains actes qui montrent que maintenant il y a un État. Hein. Avec Mobutu, on a vu quand même un semblant d'État. Mais le fait que ça, ce sont des aspects matériels. Tout commence par des aspects immatériels. La civilisation n'est pas matérielle. Lorsqu'on dit que la civilisation occidentale est d'essence judéo-chrétienne, ce sont des concepts. Ce sont des concepts, ce n'est pas matériel. Mais vous devez transformer ces concepts en matière. Mais nous, on est incapables. On en est incapables. Alors, notre capacité est renforcée par le fait que le leader lui-même qu'on nous place, on le place par la loi du plus fort. Pourquoi? Puisque notre élite nationale est de type affectif. L'élite nationale ne voit pas comment le monde fonctionne. Non, nous vivons en autarcie mentale. C'est comme si les autres n'existaient pas. Les autres ne sont là que comme bouc émissaire. Ils ne sont là que comme bouc émissaire à utiliser pour justifier notre incapacité. Non. Non. Nous devons avoir un dialogue franc avec les plus forts. Mais M. Mbouy, il y a quand même une part de responsabilité que nous avons assumée. Puisque généralement, nous passons notre temps, nous, Congolais, je veux dire, à accuser les autres d'être responsables de nos problèmes. Mais oui. Je veux dire, je cite, bon, les cas de l'Est du pays, c'est un cas où... je veux dire, les Congos victimes des volontés expansionnistes hein, du capitalisme international hein, par leur agent qui est le Rwanda. Exact. Mais hier, c'était Mobutu. De Paul Kagame. Mais est-ce que nous n'avons pas notre part de responsabilité dans cette situation? Mais non. Puisque tant que nous demeurons faibles, oui. Si ce ne sont pas les Occidentaux qui nous dominent, ce sont peut-être les Chinois. Si ce ne sont pas quand vous allez à Kinshasa, vous verrez actuellement que ce sont les Indiens. Ou je sais pas, les Indiens qui contrôlent toute l'économie. Mais oui, mais tu as raison. Nous nous laissons dominer par notre faiblesse d'esprit. Cette faiblesse d'esprit, c'est le sentimentalisme, c'est l'affect. Mais qui peut changer ça? C'est le leadership politique. Mais le leadership politique que nous avons, c'est un leadership ignorant et de surcroît autistique. C'est un leadership ignorant. Regarde, 65 jusqu'à aujourd'hui 2025, ça fait combien d'années? Je crois que ça fait 60 ans. Hein? 1965. 65 jusqu'à 2025. Oui, ça fait 60 ans. Voilà. Mais pendant toute cette période-là, aucune élite n'a gouverné l'État. Mobutu n'avait pas terminé ses études secondaires. Le Kabila premier, là, le Kabila Laurent Désiré, on ne connaît même pas vraiment
quelles études il a faites. Je crois certainement à l'époque, c'était l'école moyenne. Kabila Joseph, il est venu tout jeune. Dans les 5 premières années de son... C'était même pas lui qui dirigeait, c'est Katumba Mouan qui dirigeait. Et maintenant, peut-être comme il est allé étudier, et puis Silombo. Ils n'ont ni vision, ils n'ont ni cap, ni programme. Quel pays peut s'en sortir? Mais vous avez parlé du leadership politique, mais lorsqu'on observe réellement ce qui se passe au Congo, on a comme l'impression que ça va au-delà même du leadership politique. Parce que si vous observez par exemple ce qui se passe dans la société civile, tous les activistes des droits de l'homme qu'on a connus par les passés, qui s'est montré très virulents dans leurs activités, et ils ont disparu comme par baguette magique. Voilà. Mais est-ce que cela ne pose pas une question fondamentale par rapport à notre responsabilité de nous-mêmes Congolais? Mais oui, mais surtout de l'élite. C'est ce que j'ai dit dans les messages. C'est dans tout son ensemble. Parce que... Non, c'est-à-dire que vous n'allez pas condamner la masse. La masse, elle suit. Elle suit. C'est l'élite qui comprend les choses. C'est l'élite qui a la science. Mais il a manqué de conscience. Il a manqué de conscience. Pourquoi? Puisque on l'a réduit à l'état des choses. Si tu dis à Mobutu que président, voilà ce que... s'il refuse, si tu démissionnes, on te fait partie de ton travail. Tu ne touches même pas l'argent, tu deviens malheureux. Alors tu es obligé de flatter. On te transforme en flatteur. Sinon, tu seras chômeur, on ne paye pas les chômeurs au Congo. Tes enfants et ta femme deviennent malheureux, les enfants vont se prostituer, et tout. Alors tu préfères... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu comprends? Donc nous avons été réduits à l'état des choses. À l'état des choses. Donc c'est comme une irresponsabilité. Donc, il faut accepter les suicides. Mais il y a comme l'absence d'une espèce de boussole qui devrait guider tout le monde vers voilà, un certain nombre de principes acceptés et respectés de tous. Hein, mais nous avons eu Tshisekedi. Manque nous avons eu Tshisekedi. Absence de la culture des textes. Des textes. Oui. Et quête perpétuelle de l'homme providentiel. Oui. Mais cet homme providentiel, nous l'avons eu. Nous avons eu Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'acceptait ni compromis, ni concession. Ni compromis, ni concession. Mais celui que tu combats, ce n'est pas Mobutu. Tu combats ceux qui sont derrière Mobutu. Et Tshisekedi le savait. Il le savait. Tu ne vas pas aller en affrontement direct avec... Non, tu dois trouver d'autres moyens. Le Christ en a trouvé un, mais que moi je trouve la meilleure. Martin Luther King en a trouvé un. Mandela en a trouvé un. Indira Gandhi en a trouvé un. Mais c'est les mêmes moyens. Mais dans l'entretemps, lorsqu'on observe les contextes qu'il y a au Congo actuellement, je veux dire les contextes politiques, on a l'impression que c'est perpétuel recommencement. Donc les schémas politiques tels qu'ils sont établis, c'est verrouillage de l'espace politique. Et terrorisme intérieur. Ce sont les méthodes qu'on a vues ces 40 dernières années qui continuent. Mais oui. Mais est-ce que oui. On peut se poser la question, y a-t-il vraiment un problème avec l'homme politique congolais? Puisque les grands défis, oui. Je veux dire les grands défis du développement, oui. Parce que le Congo maintenant se trouve dans une situation qui est difficile. Parce que si on doit comparer par rapport aux pays voisins, si vous allez par exemple à Brazzaville, vous voyez d'autres pays, on a l'impression que là-bas ça avance. Mais je suis content que vous souleviez ce vocable du développement. Voilà encore quelque chose qui nous a déviés. Aucun peuple ne peut développer un autre peuple. Le progrès social, le progrès politique, le progrès, il naît dans un peuple par ses propres moyens. Et toute la politique du développement a complètement échoué. Puisque quand quelqu'un te domine, il veut te recréer à sa manière. Il devient comme ton créateur matériel, il veut te créer. Et en voulant te créer, si toi-même tu n'as pas de ressources pour comprendre sa logique,
Personne ne parle plus de politique du développement en Afrique noire. Moi, j'ai vu, j'étais au ministère de l'Agriculture. Tous ces projets de développement ont échoué lamentablement. Puisque aucun peuple, puisque chaque peuple a son histoire, qui n'est pas reproductible ailleurs. Le peuple d'Europe ont vécu dans des rigueurs climatiques qui ne sont pas les nôtres. Et ces rigueurs climatiques ont forgé une personnalité bien définie, qui n'est pas à reproduire anthropique. Donc, anthropique, nous devons avoir un autre type d'homme qui, lui, va coopérer avec, surtout en cette période ici. L'Occident est en décadence. Mais je ne sais pas s'il voit même qu'il est en décadence. Mais l'Occident, là, qui nous a colonisés, en bon terme avec nous, en coopération avec nous, personne ne peut le concurrencer au monde. Personne ne peut le concurrencer au monde. Donc, c'est l'élite africaine et l'élite occidentale qui devrait parler franchement. Qui devait parler franchement. Et nous devrions parler franchement avec la Belgique et l'élite de la Belgique. Et non pas vivre en chien de faïence. Puisque nous sommes considérés comme des extrémistes. Pourquoi? À cause de l'affect. Surtout nous de l'UDPS. Nous sommes fichés ici. Nous qui avons dirigé l'UDPS. Nous sommes fichés ici. Puisque nous sommes considérés comme des voilà. Même les Congolais même nous appellent des gens de l'UDPS des talibans. Mais regardez comment nous fonctionnons. Exactement comme les fondamentalistes. Mais ce n'est pas la faute des masses. La masse ne peut pas diriger les élites. Et c'est ça l'erreur que nous avons commise dans l'UDPS. Un jour, moi j'ai vu Etienne Tshisekedi dans la marche avec les enfants. Les enfants chantaient Zongsaye na Rwanda, Zongsaye na Rwanda. Et lui il chantait avec eux Zongsaye na Rwanda, Zongsaye na Rwanda. Donc, c'était la masse qui était devant la locomotive. Mais toi, tu parles de l'homme providentiel. Mais regardez l'homme providentiel. En fait, c'est lui. Si Chilombo est au pouvoir aujourd'hui, c'est au nom de son père. Les gens ont pensé que, étant le fils de Etienne Tshisekedi, et comme il est souple, et on pourrait coopérer avec lui. On pourrait faire ces liens-là qu'on a ratés, les rendez-vous manqués de 1960. Tout le monde déchante aujourd'hui. Mais entre-temps, tout le monde déchante aujourd'hui. Il y avait aussi les progrès sociaux qui étaient promis à la population. Les conditions de vie. Ne parlez même pas des Congolais ne s'améliorent pas. Nous devons être honteux, nous qui avons été dans l'UDPS. Nous devons faire mea culpa devant le peuple. Arrêtez cette arrogance. Arrêtez cette arrogance. Nous devons être humbles. Reconnaître que ce n'est pas ça que nous voulons pour notre population. C'est pas ça. Nous devons changer de discours. Ce discours-là de Macha Moumed, moi j'ai entendu 160. Et les gens croient que si j'ai... Non, je n'ai aucune haine. Toi, tu as vécu avec moi dans l'UDPS. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui était attaché à la famille Tshisekedi comme moi. Donc, si je suis arrivé à la conclusion de m'en détacher, ils en souffrent eux aussi. Hein. Ils en souffrent. Mais j'ai juré de ne pas aller me prosterner devant l'ignorance. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et la lutte aujourd'hui, puisque je ne sais pas si tu vas prévoir une question, de Corneille Nangaa, moi je la considère comme une révolte légitime. Mais comme une révolte légitime. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous parler de l'UDPS? Est-ce que vous êtes encore membre de ce parti politique ou vous avez tourné la... Non, je n'ai plus de parti politique. Il n'y a pas de parti politique au Congo. Nous sommes dans des soit des groupes clientélistes, soit des groupes de résistance. Parti politique au sens réel du terme, il n'y a pas. Puisque les conditions dans lesquelles nous vivons au Congo ne nous permettent pas d'avoir un parti politique. Non. Non, regardez le monsieur là, Okende, si Okende, on ne sait pas. Il y a un Wampanga, je crois, un jeune homme, un Wampanga, qui était aussi dynamique que moi dans l'UDPS. Regardez son sort. Regardez son sort. Et tout ça, on zappe. On zappe. C'est des crimes contre l'humanité, ça.
Mais vous avez touché un mot par rapport à la rébellion. Moi, je me pose, est-ce que le Congo réellement a besoin d'une rébellion aujourd'hui? Non, non, mais la révolte. Parce que la rébellion... Moi, je ne parle pas voilà. Moi, je veux dire parce que une rébellion, c'est généralement c'est 10 ans d'un pays qui vont être perdus. Le temps que les combats cessent, qu'il y ait des négociations. Donc, c'est 10 ans qui seront perdus. Non, non, mais le Congo est perdu depuis 60. Mais je veux dire, par rapport à la mauvaise expérience qu'on a... Bon, le Congo est perdu. Regarde. L'expérience qu'il y a eu avec l'AFDEL, mon jeune 10 frère, ans comme ça... Mon jeune frère, moi, j'ai fait toute mon école primaire, je crois jusqu'au cycle d'orientation. Il y avait des objets classiques à l'école. Les parents payaient une contribution symbolique. Les uniformes étaient déjà prévus. Il y avait des armoires. Quand vous avez celui qui n'a pas... On distribue les livres à tout le monde. Les maîtres venaient en costume. Les maîtres des écoles primaires venaient en costume. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu des maîtres qui venaient, même des monnettistes. Hein, puisqu'il y avait des cours de couture. Hein. Il y avait des dames, la plupart c'était des femmes sans Salvador, qui montraient aux jeunes filles comment coudre, tout. Et venaient en mobilette à l'école. C'est impensable aujourd'hui. L'enseignant est en lambeau. L'enseignant, à l'université, allez voir nos universités. Donc, il n'y a pas d'éducation. Le secteur de santé n'en parlait pas. Il y a des infirmiers qui ont ouvert des dispensaires. Ils tuent même les gens dans les petits dispensaires à la cité. Est-ce que vous ne pensez pas ce n'est plus un État. L'idée d'avoir un dialogue tel que proposé par les églises et les autres qui ramènerait une cohésion nationale et les... Mais c'est le fils du Tshisekedi qui refuse. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui connaît... Moi, je suis resté avec les pères. Beaucoup de gens ne savent pas comment Étienne Tshisekedi est arrivé à accepter d'aller aux élections en 2011. Et pourquoi il a rejeté ce qui lui a été proposé. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a eu de cas où Étienne Tshisekedi chargeait son neveu, là, que tu connais bien, Bona Kalonga, de m'appeler à Liège pour venir parler avec lui. Quand je venais pour parler avec lui, Bona interrompait. Je ne savais pas que c'était déjà préparé par Félix. Alors le président était toujours le dire, mais je l'ai appelé ici pour parler un peu avec lui. Bonnet, non, je dois aller chercher les enfants à l'école. Et bien je parle pendant 30 minutes. Alors là où j'ai un peu bien parlé avec lui, c'est quand sa femme était hospitalisée ici à Bruxelles. Il est resté seul. Je suis resté à peu près une heure de 45 minutes avec lui. J'ai même remis en cause les statuts là de l'UDPS. La manière dont c'était élaboré. C'est ce jour-là, je lui ai dit, je lui ai parlé de ce que mon père à moi me disait sur le leadership de Étienne Tshisekedi. Je lui ai rappelé ça. Et je lui ai dit, voilà ce que tu devrais quand même faire avant d'aller là. Attends, je lui ai posé une question. Ce n'est pas le passé qu'il faudrait tourner la page et se projeter vers autre chose? Non, c'était seulement pour te dire que il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas et ils nous condamnent d'avance sans savoir ce que nous savons. Voilà. Moi, je sais pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que Étienne Tshisekedi, qui refusait tout, il rejetait tout. Cette fois-là, il a accepté d'aller aux élections. Et pourquoi il n'a pas accepté de prendre le pouvoir entre les mains? Bon, je ne réponds pas à la question comme tu le voudrais. On voudrait, puisque quand on fait comme c'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. Alors je préfère qu'on passe à une autre. Mais le leadership qui est aujourd'hui, nous avons le droit de le critiquer, puisqu'il est en exercice. Ce leadership-là ne convient pas. Le dialogue est la meilleure des voies, mais il rejette le dialogue. Il veut un dialogue qui est taillé à sa conception qu'il a de la politique. Il n'aura pas ça. Et il pose des actes autodestructeurs pour son pouvoir, mais il ne les voit même pas. Mais est-ce que ce n'est pas un schéma, ce n'est pas du déjà vu? On a vu ça sous Kabila. Mais on l'a vu. Donc c'est un schéma déjà vu. Ah, mais pourquoi il en est ainsi? Puisque ce n'est pas nous qui choisissons les chefs qui nous dirigent.
Mais nous voulons nous entêter. Moi, j'entends les gens de l'UDPS dire tout ce qui s'est passé là, c'est faux. Qui c'est qui était élu? Nous-mêmes, nous avons vu les gens avec des machines sur le dos. On a vu des gens faire des... Il dit non, il a eu 73%. Il veut coûte que coûte affirmer qu'il a la légitimité. Il n'en a pas. Arrêtez ces scénarios diaboliques là. Arrêtez ça. Considérez les faits tels qu'ils sont. Et c'est à partir de là que tu auras des idées comment changer les choses. Mais si tu rejettes la vérité, tu rejettes les faits, les évidences, comment tu vas t'en sortir? Mais est-ce que ce genre de discours est-il audible, hein? Ah, mais moi, face à la réalité. Mais maintenant, la réalité. La réalité qui est sur terre. Mais maintenant, l'Occident est en décadence. L'Occident a besoin de ces pôles de croissance. Il veut que ces pôles de croissance, surtout le président américain actuel, il a besoin de ces pôles de croissance. Nous en avons pour l'Afrique noire, nous avons le Nigeria, nous avons le Mali, nous avons le Congo-Kinshasa, nous avons l'Afrique du Sud. Ces pôles de croissance doivent produire de la croissance. Donc maintenant, les Occidentaux savent qu'ils ont laissé tomber une occasion en or. Une occasion en or. Alors ils ont besoin c'est pas pour rien qu'ils insistent sur les dialogues de Doha. C'est pas pour rien qu'ils insistent sur les dialogues de Doha. Mais ce n'est pas seulement les dialogues de Doha, c'est tous les dialogues. On cherche à ce que les Congolais ouvrent l'esprit. Il faut voir le monde tel qu'il fonctionne. Voilà. Un mot par rapport à la diaspora. Vous-même, vous avez été responsable d'un grand parti politique ici en Belgique. Et à l'époque, il y avait un engouement pour que les Congolais se retrouvent ensemble pour mener un même combat pour un même objectif. Et je voudrais vous demander rétrospectivement, oui, par rapport à ce qui était recherché à l'époque, vous pourriez nous dire honnêtement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les objectifs ont-ils été atteints ou pas? Non. Pour moi, l'UDPS a fauté. C'est l'UDPS qui était le centre de regroupement de tous les Congolais. Et en particulier, nous avons vu l'aspect, puisque nous, on voit beaucoup les aspects matériels. On ne voit pas les aspects immatériels. Nous nous sommes placés, au départ, les 13 parlementaires ont eu beaucoup de difficultés pour s'imposer sur la scène nationale. Puisque Mobutu était très 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 fort. Il fallait de l'héroïsme de son ancien ami, d'entrer réellement en confrontation physique avec lui pour que Mobutu commence un peu. Et puis à l'époque, c'était Jimmy Carter, et Jimmy Carter était plus ou moins opposé au despotisme. Et ça nous a ouvert un peu la voie. Et ça a changé quand Reagan est rentré au pouvoir. Mais c'est l'UDPS qui n'a pas joué son jeu, qui n'a pas joué convenablement son jeu. C'est lui qui avait le leadership. C'est lui qui... Mais on a l'impression aujourd'hui que Mobutu et Tshisekedi, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc, il faut nécessairement que cette pièce de monnaie-là, comme nous avons fait avec les pièces rouges en Belgique, qu'on mette ça un peu dans les tiroirs. Peut-être qu'il y aura donc, puisque nous sommes encore dans le moboutisme. L'UDPS n'a jamais réussi, comme tu l'as dit au départ, à imposer les principes là qu'il défendait au niveau de la nation. Mais pour les imposer, il fallait prendre le pouvoir. Mais nous avons toujours rejeté les compromis, rejeté les concessions. On voulait un pouvoir totalitaire. Mais un pouvoir totalitaire, il faut le prendre par les armes, mais pas par les dialogues. Voilà. Et pour finir, quelles sont les perspectives pour les Congos que vous voyez aujourd'hui dans ce contexte international qui n'est pas facile, je veux dire, au niveau des relations internationales? Et comment le Congo peut-il tirer son épingle du jeu pour véritablement devenir une puissance au cœur du continent africain? Mais nous ratons toujours les occasions. Vous savez, dernièrement, il y a eu l'accord de principe là qu'on a signé aux États-Unis là. J'ai entendu quelque chose qu'aucun président américain n'a jamais parlé sur le Congo. Et dans les préambules de cet accord-là, on parle de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo.
C'est la première fois que je vois souligné par l'administration politique américaine ces faits-là. Et puis, un président américain parlait de 8 millions de morts. Ça, il reconnaît tacitement qu'il y a eu génocide dans ce pays-là. Donc, on sent, moi en tout cas, je n'ai jamais entendu ça dire. On sent une certaine volonté que les choses s'arrangent, s'organisent. Mais nous devons saisir la balle au bon. Nous devons saisir la balle au bon. Mais nous reproduisons la politique du père. Ni compromis, ni concession. Seulement ce que nous voulons là, c'est ce qu'on doit avoir. Les prêtres viennent avec une message. Oh non, ils ont parlé avec Kagame. Oh non. L'église catholique, elle est mondiale. Elle est dans tous les pays. Si Kabila était au pouvoir et que les prêtres avaient vu Kagame, vous ne parlerez pas. Mais comme c'est vous qui êtes au pouvoir, les prêtres ont vu Kagame, mais non, ils sont allés dans leur réunion à Kigali. Une réunion religieuse qui n'a rien à voir avec la politique. Non, mais nous on ne voit pas. Non. Essayons d'être lucides. Essayons d'avoir ce discernement-là, de pouvoir saisir les occasions qui nous sont tendues pour aller de l'avant. C'est comme si nous, on voulait tout le temps rester des enfants. On voulait jouer dans les bacs à sable. On ne voulait pas devenir des adultes. On vous donne des occasions pour devenir... Non, non, vous refusez. Vous voulez rester des enfants. Vous jouez avec l'argent de votre pays. Pire qu'ailleurs. Personne ne pense que... Non. C'est comme si quelqu'un... Non. Arrêtons cette enfance-là. Devenons adultes. Devenons adultes. Nous n'avons pas d'autre perspective que l'humilité, le regroupement politique, discuter. Sinon, si les plus forts se dégoûtent, puisqu'ils se sont dégoûtés plusieurs fois, s'ils se dégoûtent, l'M23 là sera Kinshasa. Si se dégoûte, l'M23 là sera Kinshasa. Alors, tu sais, bon, comme tu veux qu'on soit au-dessus de la mêlée, je ne veux plus rentrer encore en arrière. Voilà, je préfère m'arrêter ici. Ah, très bien, merci beaucoup, M. Mbouyi. C'est ça.